Et si je vous disais que le Big Bang n'était pas une explosion? La plupart des gens imaginent le Big Bang comme une explosion massive, la plus grande explosion de tous les temps, une détonation cosmique, de la matière et de l'énergie projetées à partir d'un point unique dans l'espace vide, comme une bombe qui explose, un feu d'artifice ou une supernova, des débris volant dans toutes les directions, se dispersant dans le vide, remplissant le néant de galaxies et d'étoiles. Mais cette image est complètement fausse, fondamentalement fausse. Le Big Bang n'était pas une explosion dans l'espace. Cela ne s'est pas produit en un point précis de l'espace. Elle n'a pas dispersé la matière dans le vide. C'était quelque chose de bien plus étrange, de bien plus profond, de bien plus difficile à visualiser. Le Big Bang n'était pas une explosion dans l'espace. C'était l'expansion de l'espace lui-même. L'espace et le temps ont commencé avec le Big Bang. Ils ont été créés. Il n'y avait pas de vide préexistant, pas de contenant vide, pas d'arène où l'explosion puisse se produire. L'espace lui-même a surgi et a commencé à s'étendre immédiatement dès le tout premier instant. Après 50 ans d'études en cosmologie, relativité générale, mécanique quantique et origine de l'univers, je peux vous dire ceci. Le Big Bang est l'un des concepts les plus mal compris de toute la science. Et comprendre ce que c'était réellement exige d'abandonner nos intuitions les plus profondes sur l'espace, le temps et l'existence elle-même. Permettez-moi de vous expliquer. Avant d'aborder les aspects physiques, je dois expliquer ce que les gens imaginent généralement lorsqu'ils entendent parler du Big Bang. Car cette image populaire est profondément ancrée, universellement partagée, et pourtant complètement fausse. La plupart des gens se l'imaginent ainsi. Un point unique dans l'espace vide, contenant toute la matière et l'énergie de l'univers. Comprimé, infiniment dense, infiniment chaude. Puis soudain, il explose, détonne, se dilate violemment. La matière et l'énergie volent dans toutes les directions dans le vide environnant, le néant environnant, l'espace préexistant. Et à mesure que cette matière se propage, elle se refroidit, se condense, forme des atomes, des molécules, des gaz, de la poussière, des étoiles, des galaxies, se répandant à travers le vaste vide, comblant le néant, créant une structure, une complexité, et finalement des planètes, la vie, nous. Voici l'image, la représentation mentale, l'histoire que les gens racontent. Et elle est renforcée par des schémas, des animations, des représentations populaires montrant un point lumineux qui s'étend, explose, envoyant de la matière vers l'extérieur, dans l'obscurité, dans le vide, dans l'espace. Et cette image paraît intuitivement logique. Nous comprenons les explosions. Nous les avons vues. Des bombes, des feux d'artifice, des supernovae, quelque chose de concentré qui explose, se dilate, disperse des débris. C'est familier, compréhensible, naturel. Mais cette image est fausse sur tous les points essentiels. Le Big Bang n'était pas une explosion en un point de l'espace. Il ne s'agissait pas de matière se précipitant dans un vide préexistant. Ce n'était pas une explosion, comme on en a déjà vu, ou qu'on puisse imaginer. C'était fondamentalement différent, quelque chose que notre cerveau n'est pas équipé pour visualiser, n'est pas câblé pour comprendre, n'est pas capable de saisir intuitivement. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'était réellement le Big Bang. Et je commencerai par le point le plus important, l'idée la plus contre-intuitive, le concept le plus difficile à accepter. Le Big Bang n'est pas un événement qui s'est produit dans l'espace. C'était un événement qui a créé de l'espace. L'espace lui-même a commencé avec le Big Bang avant le Big Bang, si tant est que « avant » est un sens. Il n'y avait ni espace, ni vide, ni néant, ni contenant, ni arène, rien. Et le Big Bang n'était pas de la matière explosant dans cet espace inexistant. C'était l'espace lui-même qui s'étendait, grandissait, s'étirait, créant plus de volume, plus de distance, plus d'espace. Dès le tout début, dans l'univers primordial, quelques fractions de secondes après le Big Bang, l'univers était petit, incroyablement petit. Mais il ne s'agissait pas d'un point dans un espace plus vaste. C'était tout l'espace existant, l'univers entier, tout. Et cet univers était en expansion rapide, exponentielle. L'espace lui-même s'étendait, créait plus d'espace, plus de volume,
plus de distance entre les points. Et à mesure que l'espace s'étendait, qu'il grandissait, la matière et l'énergie qu'il contenait se dispersaient, se diluaient, se refroidissaient, non pas parce qu'elles se déplaçaient dans l'espace, mais parce que l'espace lui-même s'étendait, les éloignant les unes des autres, les séparant, augmentant les distances entre elles. Voilà l'idée clé, la différence cruciale. Lors d'une explosion, les objets se déplacent dans l'espace. Elles possèdent une vitesse, une trajectoire, une quantité de mouvement. Ils volent d'un centre vers l'espace environnant. Mais lors du Big Bang, l'espace lui-même se dilate. Les objets ne se déplacent non pas dans l'espace. L'espace s'étire, grandit, et les objets s'éloignent les uns des autres, parce que l'espace entre eux grandit, et non parce qu'ils se déplacent à travers cet espace. C'est profondément différent, et c'est le fondement de la cosmologie moderne. L'expansion de l'univers n'est pas due au déplacement d'objets dans l'espace. C'est l'espace lui-même qui s'étend, grandit, s'étire. Et cette expansion n'a ni centre, ni bord, ni extérieur. Cela se produit partout de manière égale et uniforme, dans tout l'espace. Permettez-moi d'expliquer pourquoi il n'y a pas de centre de l'univers, car c'est l'une des conséquences les plus importantes d'une compréhension correcte du Big Bang. Lors d'une explosion, il y a un centre, le point où l'explosion s'est produite, là où se trouvait la bombe, là où la détonation a eu lieu. Et des débris sont projetés, à partir de ce centre, dans toutes les directions, loin de l'origine. Vous pouvez désigner le centre, l'identifier. C'est un lieu particulier, le point de départ de l'explosion. Mais le Big Bang n'était pas une explosion, et il n'y a pas de centre, pas de point d'origine, pas d'endroit particulier à partir duquel tout s'est étendu, car le Big Bang s'est produit partout, en tout point, simultanément, dans tout l'espace. Chaque point de l'espace a participé au Big Bang, chaque lieu, chaque région. Il n'y avait ni centre, ni bord, ni limite. L'univers était petit, oui, incroyablement petit, mais il était uniformément rempli, d'une densité égale, d'une chaleur égale partout, et il s'est dilaté uniformément, de manière égale à partir de tous les points simultanément. Alors, si vous vous demandez où a eu lieu le Big Bang, la réponse est partout. Cela s'est produit en chaque point de l'espace, car chaque point de l'espace fait partie de l'univers. Et l'univers s'est étendu à partir d'un état chaud et dense partout. Non pas à partir d'un seul point, mais à partir de tous les points, uniformément. Et aujourd'hui, chaque observateur, quel que soit son emplacement dans l'univers, voit la même chose. Les galaxies s'éloignent dans toutes les directions, de manière uniforme, peu importe où l'on se trouve. Vous constatez l'expansion. Vous voyez les galaxies s'éloigner. Plus ils sont éloignés, plus vite ils reculent. C'est la loi de Hubble, et elle est vraie partout, pour chaque observateur et en tout lieu. S'il existait un centre, si le Big Bang s'était produit en un point précis, alors les observateurs situés à différents endroits verraient des choses différentes. Les observateurs situés près du centre verraient les galaxies s'éloigner dans toutes les directions, tandis que les observateurs éloignés du centre, près du bord, ne verraient les galaxies s'éloigner que dans certaines directions. Ils observeraient une asymétrie, une direction privilégiée, vers ou loin du centre. Mais nous ne le voyons pas. Personne ne le fait. Chaque observateur, partout, voit la même chose. Une expansion uniforme dans toutes les directions, sans centre, sans bord, sans emplacement privilégié. Cela nous indique que le Big Bang n'était pas une explosion à partir d'un point, mais une expansion de l'espace lui-même, uniformément partout. Permettez-moi de vous donner une analogie, la plus courante, mais je vais la développer soigneusement, en détail, pour m'assurer qu'elle est claire. Imaginez la surface d'un ballon, un ballon sphérique en train de se gonfler. On injecte de l'air dans le ballon. Il se gonfle, prend de l'ampleur, et à sa surface, on voit des points, de nombreux points, représentant des galaxies, des observateurs ou des lieux dans l'espace. À mesure que le ballon se gonfle, les points s'écartent, non pas parce qu'ils glissent sur la surface, mais parce que la surface elle-même s'étire, s'étend, créant ainsi plus d'espace entre les points. Plus de points sont éloignés l'un de l'autre, plus ils se séparent rapidement, car la surface qui les sépare est plus grande. Du point de vue d'un point quelconque, disons le point de référence, tous les autres points s'éloignent, reculent.
Plus un point est éloigné, plus il se déplace rapidement. C'est la loi de Hubble, qui découle naturellement de l'expansion uniforme. Mais voilà le point essentiel. Il n'y a pas de centre à la surface du ballon, pas de point particulier, pas de point d'origine. Chaque point voit la même chose, tous les autres points s'éloignant uniformément dans toutes les directions. Aucun point n'est spécial, aucun lieu n'est privilégié. L'expansion se produit partout, de manière égale et uniforme. Ceci est analogue à l'univers. La surface du ballon représente l'espace, un espace bidimensionnel par souci de simplicité. Mais le même principe s'applique à l'espace tridimensionnel. Les points représentent les galaxies, et l'expansion du ballon représente l'expansion de l'espace, sa croissance, son étirement, la création de plus de distance sans aucun mouvement à travers l'espace. Et de même qu'il n'y a pas de centre à la surface du ballon, il n'y a pas de centre dans l'univers. Chaque lieu est équivalent. Chaque observateur constate une expansion uniforme. Le Big Bang s'est produit partout, sur toute la surface de la Terre, et non pas en un seul point aujourd'hui. Cette analogie est imparfaite. Comme toute analogie, le ballon possède un intérieur, un extérieur, un espace tridimensionnel dans lequel il est intégré, mais l'univers, pour autant que nous le sachions, n'est intégré à rien. Il ne s'étend pas à un espace de dimension supérieure. Il s'agit simplement d'expansion, de création d'espaces supplémentaires, sans avoir besoin de quoi que ce soit pour s'étendre. Mais l'analogie saisit bien l'idée essentielle. Pas de centre, expansion uniforme, chaque point équivalent, et l'expansion créant plus de distance sans que les objets ne se déplacent dans l'espace. Permettez-moi maintenant d'aborder l'idée que l'univers ne s'étend pas dans quoi que ce soit, car il s'agit d'un autre concept profondément contre-intuitif, un autre défi à nos intuitions. Quand on imagine quelque chose qui s'étend, on l'imagine se transformer en autre chose, dans un espace préexistant. Un ballon se gonfle dans l'air, dans la pièce, dans l'espace tridimensionnel. Une ville s'étend dans la campagne environnante, dans la région qui l'aborde. Tout ce que nous avons vu se développe dans quelque chose, dans un contenant plus grand, dans un espace environnant. Ainsi, lorsque nous entendons dire que l'univers est en expansion, nous nous demandons naturellement « Dans quoi s'étend-il ? Qu'y a-t-il à l'extérieur de l'univers ? Quel est l'espace environnant ? Le contenant plus vaste ? L'arène dans laquelle il se développe ? » Mais la réponse est rien. L'univers ne s'étend pas vers quoi que ce soit. Il n'y a pas d'extérieur, pas d'espace environnant, pas de conteneur plus grand. L'univers, c'est tout ce qui existe, tout l'espace qui existe. Et elle s'étend, créant plus d'espace sans avoir besoin de quoi que ce soit pour s'étendre. C'est difficile à visualiser, difficile à comprendre, car nous ne pouvons imaginer l'expansion sans espace environnant, sans extérieur. Notre cerveau l'exige, y insiste, en a besoin pour que l'image ait un sens. Mais l'univers se moque de nos intuitions. Il n'a pas besoin de satisfaire nos représentations mentales. C'est comme ça. Et il s'agit d'un espace en expansion, créant plus de volume, plus de distance, plus d'espace sans s'étendre à quoi que ce soit, car il n'y a rien à l'extérieur, pas d'espace environnant, pas de contenant, juste l'univers lui-même qui grandit, s'étend, créant plus d'espace en relativité générale dans les mathématiques de la cosmologie. L'espace est décrit par une métrique, un objet mathématique qui indique comment mesurer les distances, comment calculer les séparations. Et dans un univers en expansion, cette mesure dépend du temps. Il évolue, il grandit. Les distances entre les points augmentent, non pas parce que les points se déplacent, mais parce que la métrique change. La géométrie évolue, l'espace s'étend, et cette expansion ne nécessite pas d'extérieur, n'a pas besoin d'espace environnant. C'est intrinsèque à l'espace lui-même. L'espace s'agrandit, crée plus de volume, plus de distance de l'intérieur, sans avoir besoin de rien d'extérieur, sans s'étendre à quoi que ce soit. Il s'agit là d'une intuition profonde, d'une caractéristique fondamentale de la relativité générale, de la cosmologie moderne, et elle est en totale contradiction avec nos intuitions, notre expérience quotidienne, notre conception de l'expansion. Mais c'est ce que nous disent les mathématiques, ce que confirment les observations, ce que fait l'univers. Permettez-moi maintenant d'expliquer l'idée selon laquelle le temps a commencé avec le Big Bang.
car il s'agit là d'un autre aspect crucial, d'une autre façon dont le Big Bang n'est pas ce que les gens pensent. La plupart des gens imaginent que le temps existait avant le Big Bang, qu'il y avait une chronologie, une séquence d'événements menant au Big Bang, et qu'à un certain moment le Big Bang s'est produit, a explosé, a commencé l'expansion. Mais le temps était déjà là, déjà en train de s'écouler, déjà en marche. Mais ce n'est pas ce que dit la cosmologie moderne. Selon la relativité générale, selon notre compréhension actuelle, le temps a commencé avec le Big Bang. Il n'y avait pas de temps avant le Big Bang, pas d'instant, pas de durée, pas d'avant au sens habituel du terme. Le temps lui-même a commencé, a vu le jour avec le Big Bang. En effet, en relativité générale, le temps n'est pas séparé de l'espace. Ils sont unifiés en espace-temps, une structure à 4 dimensions, 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Et cet espace-temps est dynamique. Il se courbe, il évolue, il a une histoire, un passé, un futur. Et dans le modèle cosmologique standard, le modèle du Big Bang, l'espace-temps a un début, une limite, un moment où la géométrie est singulière, où les mathématiques s'effondrent. C'est le Big Bang, le début de l'espace-temps, l'origine de l'espace et du temps. Avant ce moment, si tant est que « avant » ait un sens, il n'y avait pas d'espace-temps, pas d'espace, pas de temps, pas de géométrie, pas de structure, rien que nous puissions décrire avec notre physique actuelle. Le Big Bang est le commencement, le point de départ, l'origine de tout, y compris du temps lui-même. Demander ce qui s'est passé avant le Big Bang revient à demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. La question présuppose quelque chose qui n'existe pas, une direction au-delà du Nord, un temps antérieur au temps. La question repose sur un malentendu, une erreur de catégorie. Le temps a commencé avec le Big Bang. Il n'y a pas d'avant, pas au sens habituel, pas d'une manière à laquelle nous puissions accéder ou que nous puissions décrire. Cela ne signifie pas pour autant que le Big Bang n'a rien provoqué, ni qu'il est apparu à partir de rien. Cela signifie simplement que nos concepts habituels de temps, de causalité, d'avant et d'après s'effondrent, ne s'appliquent plus au moment du Big Bang. Notre physique, notre compréhension, atteint une limite, une frontière, et nous ne pouvons pas dire avec certitude ce qui, le cas échéant, est venu avant, ni ce qui l'a causé, ni même si ces questions ont un sens. C'est l'un des plus grands mystères de la cosmologie, de la physique. Que s'est-il passé lors du Big Bang? Quelle en est la cause? D'où vient-il? Nous ne savons pas complètement, pas encore. Mais nous savons que le temps, tel que nous le comprenons, a commencé là, a pris naissance avec l'expansion de l'espace. Permettez-moi maintenant d'expliquer comment l'expansion de l'espace provoque l'éloignement des galaxies, car comprendre cela permet de clarifier la différence entre le Big Bang et une explosion. Lors d'une explosion, les objets ont une vitesse, ils se déplacent dans l'espace avec une quantité de mouvement, avec de l'énergie cinétique. Ils se déplacent à partir d'un centre vers l'extérieur, et leur mouvement s'effectue dans l'espace, sur une distance donnée, avec une certaine vitesse. Mais, dans l'univers en expansion, les galaxies ne se déplacent pas dans l'espace, du moins pas au sens habituel du terme. Ils ne voyagent pas, ne parcourent pas de distance, n'ont pas de vitesse au sens traditionnel du terme. En réalité, c'est l'espace lui-même qui se dilate, s'étire, et les galaxies sont emportées comme des points sur un ballon, comme des raisins secs dans une pâte à pain qui lève. Les galaxies elles-mêmes sont pour la plupart immobiles par rapport à l'espace qui les entoure. Elles possèdent de faibles vitesses d'eau particulières, des mouvements aléatoires, dus à des interactions gravitationnelles locales. Mais celles-ci sont infimes, comparées à la récession apparente, le mouvement apparent qui s'éloigne de nous, dû à l'expansion de l'espace. À mesure que l'espace s'étend, la distance entre les galaxies augmente continuellement. Plus deux galaxies sont éloignées l'une de l'autre, plus l'espace qui les sépare est grand, plus cet espace se dilate rapidement et plus elles s'éloignent rapidement les unes des autres. Il s'agit de la loi de Hubble, non pas due au mouvement dans l'espace, mais à l'expansion de l'espace lui-même. Et voici un point crucial. Cette expansion peut entraîner un recul des galaxies plus rapide que la vitesse de la lumière,
en termes de variation de leur distance et d'augmentation de leur séparation. Cela semble contredire la relativité restreinte, qui stipule que rien ne peut se déplacer dans l'espace plus vite que la lumière. Mais ce n'est pas le cas, parce que les galaxies ne se déplacent pas dans l'espace plus vite que la lumière. L'espace lui-même est en expansion, et il n'y a pas de limite à la vitesse à laquelle il peut s'étendre. Aucune limite de vitesse pour l'expansion de l'espace lui-même. Ainsi, les galaxies lointaines peuvent avoir des vitesses de récession, définies comme le taux de variation de leur distance supérieur à la vitesse de la lumière. Ceci est parfaitement cohérent avec la relativité. Ce n'est pas une violation, mais simplement une conséquence de l'expansion de l'espace, des distances augmentant en raison de la croissance de l'espace lui-même, et non en raison d'un mouvement à travers l'espace. C'est profondément différent d'une explosion. Lors d'une explosion, la vitesse des objets est limitée par celle de la lumière. Ils ne peuvent pas le dépasser. Ils ne peuvent pas aller plus vite. Mais dans l'espace en expansion, les distances peuvent augmenter arbitrairement vite, sans limite, car l'espace lui-même grandit, s'étire, créant plus de distance, sans aucune contrainte de la relativité, de la limite de la vitesse de la lumière. Permettez-moi de vous donner une autre analogie pour vous aider à comprendre le concept d'expansion spatiale et de vitesse de récession. Imaginez-vous sur un très long tapis roulant, un tapis roulant d'aéroport, mais infiniment long, s'étendant à l'infini dans les deux directions. Vous restez immobile sur l'allée. Vous ne marchez pas. Vous êtes simplement debout. Et des balises sont disposées sur le chemin à intervalles réguliers, tous les mètres, tous les 10 mètres, tous les 100 mètres. À présent, la passerelle ne se déplace plus seulement à vitesse constante. Elle accélère, elle s'étire. Chaque segment de la passerelle s'éloigne de tous les autres. Plus deux marqueurs sont éloignés l'un de l'autre, plus ils s'éloignent rapidement. C'est comme l'univers en expansion vu de votre point de vue. Tous les marqueurs s'éloignent. Plus un repère est éloigné, plus il s'éloigne rapidement, et si le chemin s'étend suffisamment vite, les repères situés au-delà d'une certaine distance s'éloignent plus vite que vous ne pourriez marcher même à vitesse maximale. Vous ne pourriez jamais les rattraper, jamais les atteindre. Mais voici le point essentiel. Vous ne bougez pas. Vous restez immobile sur l'allée, et les balises ne se déplacent pas. Ils sont immobiles par rapport à la passerelle elle-même. C'est l'allée qui s'étire, s'élargit, créant plus de distance, plus de séparation, sans que vous ni les bornes ne bougez. Ceci est analogue à l'expansion de l'univers. Le passage est un espace. Tu es une galaxie. Les marqueurs représentent d'autres galaxies, et l'allongement de la passerelle symbolise l'expansion de l'espace. Les galaxies s'éloignent, non pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace, mais parce que l'espace lui-même se dilate, s'étire, créant ainsi plus de distance. De même qu'il est impossible d'attraper des repères qui s'éloignent plus vite qu'on ne peut marcher, nous ne pouvons pas atteindre des galaxies qui s'éloignent plus vite que la lumière, non pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace plus vite que la lumière, mais parce que l'espace se dilate si rapidement que la distance augmente plus vite que la lumière ne peut la traverser. L'analogie est imparfaite. Le passage piétonnier est unidimensionnel. L'univers est tridimensionnel. La passerelle existe dans un espace plus vaste, la pièce, l'aéroport. Mais l'univers, lui, n'existe pas. Mais l'analogie saisit l'idée essentielle. La récession est due à l'expansion, et non au mouvement. Et la possibilité d'une récession plus rapide que la lumière ne viole pas la relativité. Elle est simplement une conséquence de l'expansion de l'espace. Je vais maintenant aborder la raison pour laquelle l'analogie avec l'explosion persiste, pourquoi elle est si courante, si répandue, si difficile à réfuter malgré son erreur. L'analogie avec l'explosion persiste car elle est intuitive, familière et compréhensible. Nous comprenons les explosions. Nous les avons vues. Nous les avons vécues au cinéma, dans la vraie vie, à petite échelle, à grande échelle. Les explosions font partie de notre vocabulaire quotidien, de notre boîte à outils mentale, de notre façon de comprendre l'expansion rapide, la propagation rapide, la dispersion rapide. Ainsi, quand on entend le mot Big Bang, on pense automatiquement à une explosion. C'est l'interprétation la plus naturelle, la métaphore la plus accessible. La manière la plus simple de comprendre l'idée que l'univers s'est étendu rapidement
à partir d'un état chaud et dense. Et le nom n'arrange rien. Big Bang sonne comme une explosion, suggère une explosion, évoque une explosion. Ce terme a été inventé d'un ton quelque peu dédaigneux par Fred Hoyle, un critique de la théorie qui ne croyait pas à l'expansion de l'univers. Et il est resté même s'il est trompeur, même s'il renforce une image erronée, un modèle mental erroné. Si nous devions le nommer aujourd'hui, nous pourrions choisir un autre nom. La grande expansion, l'inflation cosmique, le début de l'espace, quelque chose qui capture la véritable nature de l'événement, l'expansion de l'espace lui-même, et non une explosion dans l'espace. Mais nous sommes coincés avec Big Bang, et ce nom perpétue cette idée fausse. Les manuels scolaires, les représentations populaires et les animations montrent souvent le Big Bang comme une explosion, un point lumineux qui se dilate, projetant la matière vers l'extérieur dans l'obscurité. Cela renforce une vision erronée et rend plus difficile la compréhension de la physique réelle, de la cosmologie réelle, de la véritable nature de l'expansion. Ainsi, l'analogie avec l'explosion persiste malgré son erreur, car elle est intuitive, car son nom le suggère, car les représentations la renforcent, et parce que la vérité, la véritable explication, est contre-intuitive, difficile à visualiser, difficile à communiquer, difficile à saisir sans les mathématiques, sans une réflexion approfondie, sans abandonner des intuitions profondément ancrées. Mais la persévérance ne rend pas une chose correcte. L'analogie avec l'explosion est fausse, trompeuse, fondamentalement erronée, et comprendre correctement le Big Bang exige de la rejeter, de la remplacer par l'image correcte de l'espace en expansion. Pas de centre, pas d'extérieur, le temps commence, les distances augmentent en raison de la croissance de l'espace lui-même. Permettez-moi maintenant d'exposer quelques preuves en faveur du Big Bang, de l'expansion de l'univers, car la compréhension de ces preuves permet d'ancrer la théorie dans la réalité, de la rendre concrète, de la relier aux observations, aux données, à ce que nous voyons réellement. La première preuve en est la loi de Hubble, l'observation selon laquelle les galaxies s'éloignent de nous à des vitesses proportionnelles à leur distance. Plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement. Ce phénomène a été découvert par Edwin Hubble dans les années 1920 en mesurant les distances des galaxies et leur vitesse grâce au décalage vers le rouge, à l'étirement de la lumière, dû à la récession et à cette relation. Une vitesse proportionnelle à la distance correspond exactement à ce que l'on attend d'une expansion uniforme, de l'espace lui-même en expansion. Si l'espace est en expansion uniforme, alors les distances augmentent à un rythme proportionnel à leur taille. Des objets 2 fois plus éloignés l'un de l'autre voient leur distance s'accroître 2 fois plus vite. C'est la loi de Hubble, une conséquence directe de l'expansion de l'espace. La deuxième preuve est le fond diffus cosmologique, ou CMB. Il s'agit d'un rayonnement résiduel de l'univers primitif, datant d'environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers est devenu transparent, lorsque les photons pouvaient se déplacer librement. Ce rayonnement se propage depuis environ 13,8 milliards d'années, et nous le voyons provenir de toutes les directions à une température d'environ 2,7 Kelvin. Le CMB est un instantané de l'univers primitif, une image de ce à quoi il ressemblait lorsqu'il était jeune, chaud et dense, et les propriétés de cet univers, sa température, son uniformité, ses infimes fluctuations, correspondent toutes aux prédictions du modèle du Big Bang, avec une précision remarquable. Il s'agit là d'une preuve convaincante, peut-être la preuve la plus convaincante du Big Bang, de l'état primordial chaud et dense, et de l'expansion. La troisième preuve est l'abondance des éléments légers, hydrogène, hélium, lithium, dans l'univers. Ces éléments se sont formés dans les premières minutes suivant le Big Bang par le biais de réactions nucléaires, dans le plasma chaud et dense. Et les quantités que nous observons, les rapports, les abondances, correspondent aux prédictions de la nucléosynthèse primordiale calculées à partir de la physique de l'univers primitif, à partir de la température, de la densité et du taux d'expansion. Cet accord est remarquable, une preuve supplémentaire et convaincante. Ces 3 éléments de preuve, parmi d'autres, soutiennent le modèle du Big Bang. L'idée que l'univers s'est étendu à partir d'un état chaud et dense il y a environ 13,8 milliards d'années et continue de s'étendre aujourd'hui.
Il ne s'agit pas de spéculation, ni de conjecture, mais d'une théorie éprouvée, étayée et confirmée, fondée sur des observations, des données et des preuves qui nous entourent. Permettez-moi maintenant d'expliquer à quoi ressemblait l'univers primordial, car comprendre ces conditions permet de clarifier ce qu'a réellement été le Big Bang. Dans l'univers primordial, quelques fractions de secondes après le Big Bang, l'univers était incroyablement chaud, incroyablement dense, incroyablement énergétique. Les températures atteignaient des billions de degrés. Les densités étaient inconcevables, supérieures à tout ce que nous pouvons créer en laboratoire, supérieures au centre des étoiles, supérieures à tout ce qui existe dans l'univers actuel. À ces températures, à ces densités, la matière telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Pas d'atomes, pas de molécules, pas même de noyaux. Pas au tout début, juste des particules fondamentales, des quarks, des leptons, des photons dans un plasma chaud et dense interagissant, entrant en collision, s'annihilant, créant dans un état chaotique, violent et de haute énergie. Et cet état était uniforme, homogène, identique partout. Chaque région, chaque lieu avait la même température, la même densité, la même énergie avec une très grande précision, avec seulement de minuscules fluctuations, de minuscules variations, de l'ordre d'une partie sur 100 000. Ces infimes fluctuations sont les germes de la structure, des galaxies, des amas, de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais à cette époque, l'univers était remarquablement uniforme, remarquablement lisse, et il était en expansion rapide. La température baissait, la densité diminuait à mesure que l'espace se dilatait, que le volume augmentait, les particules se dispersaient, se diluaient, se refroidissaient, et, en refroidissant, elles commençaient à former des structures plus complexes. Les quarks se sont combinés pour former des protons et des neutrons, les protons et les neutrons se sont combinés pour former des noyaux légers, l'hydrogène, l'hélium, le lithium, et finalement, des centaines de milliers d'années plus tard, les électrons se sont combinés aux noyaux pour former des atomes neutres, et l'univers est devenu transparent. Les photons pourraient voyager librement. Nous sommes à l'ère du fond diffus cosmologique. L'univers primordial n'était donc pas une explosion de matière dans l'espace. Il s'agissait d'un plasma chaud, dense et uniforme, remplissant tout l'espace, se dilatant rapidement, se refroidissant, évoluant, passant par différents états, à mesure que la température et la densité diminuaient, d'un plasma de quarks et de gluons à un gaz hadronique, puis à un plasma de noyaux et d'électrons, puis à des atomes neutres, jusqu'à l'univers que nous connaissons aujourd'hui avec ses étoiles, ses galaxies, sa structure et sa complexité. Et cette évolution, cette histoire est bien comprise, bien modélisée, bien étayée par des preuves provenant du fond diffus cosmologique, de l'abondance des éléments, de la structure à grande échelle de l'univers, d'observations effectuées à différentes époques cosmiques, à différents décalages vers le rouge, à différentes époques, toutes cohérentes avec le modèle du Big Bang, toutes soutenant l'idée que l'univers s'est étendu à partir d'un état chaud et dense. Non pas une explosion dans l'espace, mais une expansion de l'espace lui-même. Permettez-moi maintenant de répondre à une question fréquente. Si l'univers est en expansion, dans quoi s'étend-il ? J'en ai déjà parlé, mais permettez-moi de développer, car c'est une question tellement persistante, une question tellement naturelle, une question tellement difficile, à laquelle répondre de manière satisfaisante. La question part du principe que l'expansion nécessite un extérieur, un espace environnant, un contenant plus grand, quelque chose dans lequel se développer. C'est ainsi que fonctionnent toutes les expansions que nous avons connues. Les ballons se gonflent dans les airs, les villes s'étendent dans la campagne, les galaxies s'étendent dans l'espace intergalactique. Tout se transforme en quelque chose. Mais l'univers est différent. L'univers, c'est tout l'espace qui existe. Il n'y a pas d'extérieur, pas d'espace environnant, pas de conteneur plus grand. L'univers n'est enchâssé dans rien. Je ne m'étends à rien. Il s'agit simplement d'expansion, de création de plus d'espace, de plus de volume, de plus de distance par rapport à l'intérieur. C'est difficile à visualiser, car nous ne pouvons pas imaginer l'expansion sans un extérieur. Notre cerveau le réclame, l'exige, y insiste. Mais l'univers n'en a pas besoin,
ne l'exige pas, ne le possède pas mathématiquement. En relativité générale, c'est simple. L'espace est décrit par une métrique, un objet mathématique qui indique comment mesurer les distances. Et dans un univers en expansion, cette métrique évolue, change, grandit. Le facteur d'échelle augmente, les distances augmentent, le volume augmente, le tout sans nécessité d'espace d'intégration, d'extérieur, de conteneur. L'expansion est intrinsèque, interne, autonome. Imaginez à nouveau la surface d'un ballon. À mesure qu'il se gonfle, sa surface augmente, s'agrandit, mais la surface elle-même ne se transforme pas en quoi que ce soit, elle ne fait que croître, créant ainsi une plus grande surface. On pourrait dire qu'elle s'étend dans l'espace tridimensionnel autour du ballon, mais c'est parce que nous visualisons une surface bidimensionnelle intégrée dans un espace tridimensionnel. La surface elle-même n'a pas besoin de cet espace tridimensionnel. C'est simplement un outil pratique pour la visualisation. De même, l'univers, l'espace tridimensionnel, est en expansion, créant davantage de volume. Et bien que nous puissions l'imaginer intégré dans un espace de dimension supérieure, une structure à 4 dimensions ou plus, cela n'est pas nécessaire, n'est pas requis par la physique, n'est pas impliqué par les observations. Ce n'est qu'une aide à la visualisation, une béquille mentale. L'univers peut s'étendre intrinsèquement sans avoir besoin de quoi que ce soit pour s'étendre. La réponse à la question « Dans quoi l'univers est-il en expansion ?» est donc rien. Il ne s'agit pas d'une expansion vers un domaine précis, mais simplement d'une expansion, d'une croissance, de la création de plus d'espace. Ce n'est pas une réponse satisfaisante, ni une réponse intuitive, mais c'est la bonne réponse si l'on se base sur les mathématiques de la relativité générale, sur notre compréhension de l'espace-temps, sur ce que fait réellement l'univers. Laissez-moi récapituler tout cela maintenant, car je veux m'assurer que les idées principales soient parfaitement claires, afin que vous compreniez profondément et complètement ce qu'était et n'était pas réellement le Big Bang. Le Big Bang n'était ni une explosion, ni une détonation, ni une dispersion de matière à partir d'un point unique dans un espace préexistant. C'est une idée reçue courante, une image populaire, mais elle est fausse. Le Big Bang fut l'expansion de l'espace lui-même, le commencement de l'espace et du temps, l'origine de l'univers. Non pas un événement survenu dans l'espace, mais un événement qui a créé l'espace, qui a donné naissance à l'espace et l'a mis en expansion, en croissance, en étirement. Dès le tout premier instant, il n'y a pas de centre de l'univers, pas de point où le Big Bang s'est produit, pas d'emplacement particulier, pas d'origine, car le Big Bang s'est produit partout, en tout point, uniformément dans tout l'espace. Chaque emplacement est équivalent. Chaque observateur voit la même chose. Expansion uniforme dans toutes les directions, sans centre, sans bord, sans emplacement privilégié. L'univers ne s'étend pas vers quoi que ce soit. Il n'y a pas d'extérieur, pas d'espace environnant, pas de conteneur plus grand. L'univers est tout l'espace existant. Et il est en expansion, créant ainsi davantage d'espace, plus de volume, plus de distance sans avoir besoin de quoi se déployer. Cette expansion est intrinsèque, autonome, une propriété de l'espace lui-même. Le temps a commencé avec le Big Bang. Il n'y avait pas de temps avant, pas de durée, pas d'instant, pas d'avant au sens habituel du terme. Le temps lui-même a vu le jour, avec le Big Bang. Demander ce qui s'est passé avant le Big Bang, c'est comme demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. La question présuppose quelque chose qui n'existe pas. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, non pas parce qu'elles voyagent dans l'espace, mais parce que l'espace lui-même se dilate, s'étire, créant ainsi plus de distance entre elles. Ils sont comme des points sur un ballon qui se gonfle, se séparant parce que la surface se dilate, et non parce qu'ils se déplacent à sa surface. Notre intuition nous dit que le Big Bang devrait être une explosion, car les explosions sont familières, compréhensibles, et font partie de notre expérience quotidienne. Mais l'univers n'est pas obligé de se conformer à nos intuitions, à nos modèles mentaux, à nos perceptions acquises par l'évolution. Le Big Bang est plus étrange, plus subtil, plus profond que n'importe quelle explosion. Et pour la comprendre, il faut abandonner ses intuitions, faire confiance aux mathématiques, faire confiance aux observations, faire confiance aux preuves. Je voudrais terminer par une dernière réflexion,
car je pense que ce sujet révèle quelque chose d'important sur la nature de la cosmologie, sur la compréhension scientifique, sur la façon dont nous apprenons des vérités, qui contredisent nos intuitions les plus profondes. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les gens ont cru que l'univers était éternel, immuable, statique. Les étoiles, les galaxies, le cosmos, toujours là, toujours les mêmes, sans commencement ni fin, juste l'existence éternelle. Cela a changé au XXe siècle, avec la découverte de l'expansion par Hubble, le développement de la relativité générale et la formulation du modèle du Big Bang. Nous avons découvert que l'univers a eu un commencement, une histoire, une origine il y a environ 13,8 milliards d'années, et qu'il n'a cessé de s'étendre, d'évoluer et de changer depuis lors. C'était révolutionnaire, transformateur. Cela a changé notre façon de penser le cosmos, le temps, l'existence, et cela a remis en question des intuitions profondes, des hypothèses profondes sur la nature de la réalité. Et le Big Bang, tel que nous le comprenons, n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Non pas une explosion dans l'espace, mais l'expansion de l'espace lui-même, le commencement de l'espace et du temps, l'origine de toute chose. C'est étrange, contre-intuitif, difficile à comprendre, mais c'est ce que les preuves nous disent, ce que la théorie prédit, ce que fait l'univers. Comprendre cela exige de l'humilité, de l'honnêteté intellectuelle. La volonté d'accepter que la réalité n'est pas toujours intuitive, pas toujours compréhensible, pas toujours ce à quoi nous nous attendons, et que notre cerveau, nos intuitions, nos modèles mentaux ne sont pas toujours des guides fiables, surtout lorsqu'il s'agit du cosmos, de l'immensité, de l'ancienneté, du tout commencement. Le Big Bang n'était pas une explosion dans l'espace. C'était le commencement de l'espace lui-même, l'expansion de l'espace, la création du temps, l'origine de l'univers. Comprendre cela, accepter cela, fait partie de la compréhension de la cosmologie moderne, fait partie du dépassement de nos limites, fait partie de la saisie de la véritable nature de la réalité. Merci.